Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'université Mohammed Ier d'Oujda. D'abord pour participer à la formation doctorale, puis de faire partie de ce jury très apprécié par mon collègue et mon ami Tariq Medani pour évaluer le travail du candidat qui propose de nous présenter, je reprends le titre de sa thèse, Patrimoine culturel et artistique du Burundi, de la période coloniale à la nouvelle reconstruction identitaire. Et je tiens dès le départ à vous féliciter pour la pertinence et l'intérêt d'un tel sujet à l'intérieur du champ scientifique, notamment pour votre pays et votre région. Après la lecture attentive de ce travail, j'ai pu retenir les remarques, d'abord sur la forme, le style, la présentation, etc., et puis sur le contenu, la méthodologie et la bibliographie. En général, le sujet est vraiment saisi et développé parce qu'après la lecture de la thèse, on arrive à avoir une idée claire du patrimoine du Burundi et de son évolution dans le temps. Donc le schéma général rend visible le développement logique du sujet et on ressent qu'il y ait une bonne maîtrise des éléments constitutifs des parties et ceci a contribué de façon importante à la rédaction d'un développement central d'une bonne qualité. Quant au style, l'étudiant va droit au sujet, même si parfois avec de longues tergiversations. Je fais allusion ici à la partie ou des chapitres sur la théorie de l'identité sociale, sur la théorie du capital social, etc., par exemple, qui, sans pour autant les exploiter, ni dans le développement, ni dans les questionnaires. On ressent qu'il y ait un style personnel qui se dégage de la lecture de ce travail. Le langage et le style sont dans l'ensemble clairs et précis. La thèse est agréable à lire et d'un bon niveau d'écriture, que des parts cependant, un peu dans l'expression de petites fautes de détail qu'une relecture plus attentive aurait sans doute pu éliminer dans leur majorité. Et ne vous inquiétez pas, je vous remettrai plus tard une liste de ces coquilles. Quant à la présentation, elle est soignée. Le travail est structuré en 4 chapitres d'importance presque égale si on décompte les figures. Le premier chapitre traite l'aspect historique et culturel du Burundi précolonial, de la page 15 à la page 63. Le deuxième approche le cadre théorique de la reconstruction identitaire, de la page 64 à la page 103. Le troisième expose l'héritage culturel et reconstruction identitaire. Et le 4e chapitre présente l'enquête de terrain sur le patrimoine culturel et artistique du Burundi et l'analyse de ses résultats. La thèse est abondamment divisée en sous-chapitres, dotés de titres, ce qui devait en faciliter la lecture et aider à suivre le développement du sujet. Les titres, parfois, ne correspondent pas tous exactement à ceux de la table des matières. Il y a un décalage à partir de la page 114. Les différentes parties du travail ne sont pas, et ça c'est une remarque méthodologique, où on n'a pas de lien logique entre les chapitres et les parties. Les seules transitions que vous avez sont entre les sous-chapitres et les paragraphes
ne sont que de simples phrases qui annoncent les passages suivants. Les références ne sont pas toujours complètes en bas de page, parce que lorsqu'un ouvrage est cité pour la première fois, on doit impérativement compléter la référence, citer la référence en complet. Les fois suivantes, elle peut être abrégée pour éviter de répéter certains éléments. Mais, et ça c'est une remarque que je ne comprends pas, c'est on ne cite jamais un auteur uniquement par son prénom. Ça c'est récurrent dans le texte, notamment dans les notes de bas de page. Une autre remarque concerne la répétition des mêmes passages dans le texte, et je vous donne des exemples. La page 76, page 77, page 100, 101 et les notes de bas de page 259, 260 et 261. Les mêmes passages d'auteurs repris plusieurs fois. Et en plus, vous répétez souvent les idées des auteurs sans discussion, ni critique, ni apport personnel. Donc, les illustrations sont en couleur et figurent dans le corps du texte de la thèse et ne font pas l'objet d'une analyse. Venons maintenant au contenu de la thèse et ces questions abordées par l'étudiant. Et bien entendu, ce ne sont pas des remarques sur le travail présenté uniquement, mais l'objectif est d'enrichir le débat sur les questions relatives au patrimoine culturel, avec des renvois de temps à autre au travail de l'étudiant. C'est beaucoup plus une invitation à la réflexion, une ouverture de pistes de recherche pour une éventuelle ou pour des recherches ultérieures. Donc, vous pourrez développer des recherches à partir de ces questions que je poserai plus tard. Donc, la première remarque que j'ai, c'est sur la définition même du patrimoine culturel et artistique. On sait que depuis quelques décennies, l'expression patrimoine culturel suscite un engouement sans précédent, aussi bien auprès du grand public que des acteurs du patrimoine, notamment à l'échelle internationale. Et le phénomène marquant, c'est l'extrême diversité des patrimoines auxquels on s'intéresse désormais. On s'intéresse au patrimoine architectural, industriel, rural, on parle de patrimoine matériel et de plus en plus de patrimoine immatériel. Donc depuis 2003 et la Convention du patrimoine immatériel, on a élargi le champ du patrimoine et ses applications. Donc le problème, c'est qu'en Afrique, au Maroc aussi, c'est la même chose. On est resté relativement à l'écart, en retrait par rapport à cette évolution, à cette dynamique. Il est vrai que dernièrement, on est en train de réfléchir, de prendre conscience de l'importance du patrimoine culturel, notamment en tant que véritable levier de développement territorial et avec cet intérêt, on commence, en Afrique notamment, à se poser des questions sur ce que signifie être du patrimoine. Notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'élargissement du patrimoine au pluriel, ce qu'on appelle les nouveaux patrimoines. Patrimoine vernaculaire, patrimoine immatériel, de la mémoire, patrimoine naturel, etc. Sous cet angle, je trouve que la thèse, le choix du titre est pertinent.
parce que ça doit avoir comme cible, comme objectif de redéfinir, s'il y a une définition, de redéfinir le mot patrimoine et ses composantes. Donc, pour arriver à préparer un document consensuel de référence au Burundi, définissant le patrimoine culturel et ses composantes. Ça, c'est vraiment très important, d'avoir une définition pour unifier le monde du patrimoine sur une seule définition, une définition référentielle. Parce que la définition que vous nous proposez dans le texte, elle est vraiment très vague, ne prend pas en considération l'évolution et l'élargissement de ce champ, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, je vous pose quelques questions. Concernant la définition du patrimoine. Est-ce que cette définition que vous nous proposez est le fruit ou la suite logique d'une recherche, une approche méthodologique, ou bien des questionnaires, des entretiens, etc., ou simplement c'est une compilation de conventions, de définitions d'auteurs déjà formulées, que ce soit par les instances, parce que vous faites allusion et référence à la Convention, les instances internationales du patrimoine culturel, notamment l'UNESCO, qui définit ce patrimoine. Aussi, une telle définition peut-elle vraiment rendre compte des processus sociaux effectivement mis en jeu dans le patrimoine culturel? Donc, pour connaître la société qui fabrique ce patrimoine, qui construit ce patrimoine. Donc, et enfin, il est où l'effort de réflexion et de synthèse du chercheur, de l'étudiant-chercheur? Une autre remarque que j'ai sur la question de patrimonialisation. La thèse n'évoque que très rarement un autre concept clé de la définition du patrimoine, à savoir la patrimonialisation, entendu comme le travail de mise au jour de la mémoire d'un lieu et d'un groupe, parce que la construction et la fabrication du patrimoine a des logiques bien différentes. Au moins deux logiques. Une logique savante ou institutionnelle qui vise à déterminer une catégorie d'objets, de lieux qui seraient à la fois exceptionnels et universels. Là, je fais référence au label de l'UNESCO, par exemple, ou tout simplement l'utilisation ou la patrimonialisation via une autre institution de médiation culturelle qui est le musée. Et là, vous avez, je parlerai du musée plus tard. Et une autre logique qui est une logique sociale. Donc une logique institutionnelle, ce sont des institutions qui décrètent ce qui est patrimoine et ce qui ne l'est pas, et une logique sociale qui commence par la connaissance, la reconnaissance par un groupe social d'un objet, par exemple, et qui prend un sens particulier. L'objet acquiert un autre statut. Donc, dès qu'il est reconnu par une société, un groupe social, c'est là, je ne sais pas si vous suivez les débats de l'UNESCO sur l'identification et la classification d'objets ou de pratiques comme étant patrimoine
culturelle de l'humanité. Une obligation est l'accord consensuel du groupe social. On ne peut pas classer un patrimoine culturel de l'humanité sans l'accord du groupe social. C'est une obligation. Parce que tout le groupe social, ce processus de patrimonialisation, on le comprend comme étant un héritage qu'on estime venant des ancêtres et qui présente une valeur pour le groupe. C'est ça ce qu'on appelle, c'est ce processus par lequel les objets deviennent patrimoine culturel qui doivent être rangés sous l'étiquette de la patrimonialisation. Et l'autre question que vous avez traitée dans la thèse, c'est la muséalisation. De la page 121 jusqu'à la page 124, vous nous parlez, vous faites la description d'objets entrant dans l'institution muséale. Ça veut dire que le statut patrimonial des objets est établi et reconnu, donc scientifiquement et institutionnellement. C'est un processus et j'expliquerai. Par son introduction dans un espace de patrimonialisation qui est, en l'occurrence dans votre cas, le musée national à Gitega et le musée vivant à Bujumbura. L'approche essentiellement technique ou historique doit discuter du bien fondé. C'est ça l'effort qu'il faut fournir dans ce cadre, c'est de discuter le bien fondé ou non, ou de la légitimité de reconnaître un objet qu'en faisant bien partie du patrimoine. Parmi les questions qu'il faut, dans d'autres recherches, bien entendu, poser des questions comme comment se fait le passage de l'objet, de l'univers de l'utilisation à l'univers ou à l'espace muséal. L'objet fonctionnel qui passe à l'objet non fonctionnel. Un objet qui a une valeur marchande, il est dans le circuit commercial et qui passe à un statut. L'objet acquiert un autre statut et devient un objet vu pour lui-même. Il est exposé et c'est un objet de musée susceptible d'éveiller chez le visiteur de l'intérêt. Donc, vous voyez là qu'il y a deux statuts différents. Un objet de l'utilisation qui est utilisé dans son contexte originel. Prenez n'importe quel objet, un masque, un objet d'artisanat qui est vivant dans un certain univers, dans l'univers d'utilisation, qui passe au monde de l'imaginaire, de l'imagination, du symbole, la symbolique. Donc ce passage, il y a un passage, c'est ça là, ce qu'on appelle la muséalisation. Comment ce passage s'est fait de cet univers à l'autre. Dans le contexte africain, pour créer des musées, des objets ont été arrachés, manu militari, des mains de leurs propriétaires et utilisateurs pour être transférés aux salles d'exposition ou de réserve. Donc ce phénomène-là, il y a pas mal de recherches sur ces questions de décontextualisation. Donc, vous avez parlé du manque de recherche.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous faites des comparaisons avec d'autres pays, le Maroc, vous pouvez prendre le Maroc, ou même moi, quand j'ai travaillé sur le monde musulman, j'ai fait le parallèle avec les objets d'Afrique. Les objets religieux, des objets donc ethnographiques, etc. Donc il faut toujours tirer profit d'autres recherches. Vous citez Van Gogh, par exemple, dans la revue africaine. Il y en a des dizaines de revues qui traitent la question. Donc, une autre question relative à ce passage et à cette décontextualisation, c'est est-ce qu'on peut se demander, est-ce que la présentation de ces objets dans ces musées fait perdre leur caractère d'origine pour n'en faire que des objets d'exposition. L'objet est détourné de sa fonction première pour être une chose exposée en vitrine. Quelle relation les visiteurs entretiennent-ils avec ces objets de patrimoine? Quelles sont les représentations du patrimoine qu'ont les Burundais ou les visiteurs ou les touristes du pays? Vous aurez pu aussi analyser comment se fait la construction de sens, de signification dans ce genre d'institution, et comparer le discours de ceux qui proposent des expositions et la réception par les visiteurs de ces expositions, que ce soit des visiteurs nationaux ou internationaux. Peut-on parler de concordance ou de décalage? Une autre remarque, loin des musées cette fois, la thèse aurait gagné à être étoffée par des citations de sources authentiques, que ce soit des recherches ou des récits, des écrits anthropologiques, ethnographiques, historiques, aussi des archives pour mettre en évidence le récit colonial et ne pas se contenter de références contemporaines, à l'image de ce que vous avez, page 76 par exemple, vous nous donnez l'avis d'une référence en 2012 sur ce qui a été sur des événements de l'époque précoloniale. C'était l'occasion de déconstruire le discours et les concepts tenus habituellement pour acquises par les Occidentaux. La remarque de M. Tariq Medeni tout à l'heure, c'est ça. Donc c'est une démarche critique qui interroge et détruit le sens même des jugements de valeur portés sur le patrimoine du Burundi pour pouvoir parler par la suite de reconstruction. On détruit d'abord, déconstruit pour reconstruire et parler de reconstruction identitaire. Il serait aussi intéressant de comparer la colonisation allemande de 1890 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et la colonisation belge pour comprendre comment elles ont traité les éléments de l'identité burundaise. Après la lecture du sous-chapitre sur l'éducation traditionnelle, page 43, nous ne formons aucune idée sur l'acquisition 43. Oui, c'est la culture populaire dans la société traditionnelle. Nous ne formons aucune idée sur l'acquisition par l'individu
des qualités morales, des connaissances, des techniques nécessaires pour prendre part à la vie sociale. Venons maintenant aux remarques d'ordre méthodologique, et l'outil méthodologique que vous avez utilisé, c'est le questionnaire. Donc là, la première question consiste à se demander si les informations recueillies au moyen de cette technique sont bien celles dont on a besoin pour répondre aux objectifs de la recherche, à savoir tracer l'évolution du patrimoine culturel et artistique de la période coloniale jusqu'à la reconstruction, et ce que vous appelez nouvelle reconstruction identitaire. Ça veut dire qu'il y a une première au moins une précédente reconstruction identitaire. Donc, vous nous proposez un questionnaire qui ne prend pas en considération les composants du patrimoine, y compris le patrimoine artistique. La perception des monuments, parce que c'est différent. Ce n'est pas un bloc, ce n'est pas homogène le patrimoine culturel. La perception des monuments historiques diffère. Je peux vous dire qu'il diffère, par exemple, des espaces de patrimonialisation qui sont les musées et par voie de conséquence des objets muséaux, du patrimoine musical ou de celui des arts, du spectacle et autres formes. Un autre problème concerne la compréhension des questions. Si vous prenez avec moi le questionnaire, si vous prenez les premières, les questions de la première partie du questionnaire, les 10 premières questions. La question, je peux vous dire que si la question est ambiguë, les 10 premières questions, les réponses le sont également. Nombreux sont ceux qui vont dire, ou qui diront, mais c'est le travail de l'historien de répondre à ce genre de questions, puisqu'il s'agit d'informations d'ordre intellectuel qui nécessitent un dépouillement de documents, d'archives. C'est quelle page le questionnaire? Et je vous donnerai des exemples. C'est quelle page? 248. Ouais, c'est ça. Vous posez la question, la première question par exemple. Au Burundi, avant la colonisation, la société vivait en harmonie caractérisée par des échanges familiaux de partage et de cohésion sociale. Ça, vous posez la question aux fonctionnaires, aux étudiants. C'est une question qu'il faut poser aux historiens, à ceux qui travaillent, qui peuvent avoir accès aux archives, aux documents de l'époque, etc. Donc, les réponses, la conséquence, c'est qu'on a des résultats sans aucune valeur, malheureusement. Les réponses oui ou non frôlent parfois 90%. À l'image des résultats des élections dans certains pays. Les questions qui concernent des faits historiques, que seule la recherche historique peut confirmer ou infirmer, donc il faut les réponses qu'on peut y avoir dans le cadre de ce questionnaire peuvent nous renseigner sur les représentations ou les perceptions du patrimoine culturel et non pas sur les faits historiques qui nécessitent des outils objectifs, etc., bien adéquats. Donc,
Une autre remarque concernant les questionnaires, je trouve que les réponses des autres questions du questionnaire ne sont pas bien exploitées. Bien sûr, à cause de plusieurs contraintes, notamment la Covid, et vous précisez ces limites de recherche. J'ai une remarque sur une question qui concerne l'appartenance religieuse. Ce n'est pas uniquement parce que c'est politiquement incorrect de poser ce genre de questions, mais ça peut exploser une partie de la thèse. Je vous dirai pourquoi. Vous parlez, parce que le sujet de la thèse est vous parlez d'une reconstruction identitaire. Normalement, on insiste ou prévalent naturellement dans ce genre de thématiques les similitudes, le commun, bien sûr dans le respect des différences. Surtout que dans la page 77, vous citez Kétu Zoé, et je lirai le passage. Tout d'abord, le Burundi est caractérisé par une forte unité culturelle, territoriale et linguistique. Les groupes dits ethniques, qui ne sont pas cristallisés au cours des 2 derniers siècles, Hutu, Tutsi et Twa, partagent la même langue, le même territoire et la même religion. Pourquoi alors poser cette question sur l'appartenance religieuse? Surtout que ce passage est cité plusieurs fois dans le texte parce que vous voulez insister sur l'unité, sur cette unité favorable à la reconstruction identitaire. J'ai les dernières remarques sur la bibliographie. La présentation de la bibliographie dans l'ensemble est harmonisée, mais il a besoin d'être revu et corrigé. La bibliographie sur le patrimoine culturel est importante. Et les thèses défendues par les auteurs sont suffisamment riches pour ne pas être résumées en quelques lignes. Parmi les ouvrages les plus marquants, très utile pour élaborer une réflexion sur le patrimoine et comment gérer ce patrimoine dans l'espace public. Et Boudin, 1984, Le patrimoine réinventé, Paris PUF, Clifford, Malaise dans la culture, l'ethnographie, la littérature et l'art au XXe siècle, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, Davalan, 2002, Comment se fabrique le patrimoine, une science humaine, qu'est-ce que transmettre? Jeudi, Patrimoine en folie, Paris, etc. Liono, L'utopie française, Essai sur le patrimoine. Et là, pourquoi je cite ces références? Parce qu'ils font toujours référence au patrimoine africain. Dominique Poulot, Patrimoine et modernité, Schill, Patrimoine et identité, très important. Québec, Musée de la civilisation. Le premier numéro de la revue Culture et Musée, 2003, Nouveau regard sur le patrimoine. Donc, et ainsi de suite. Et je n'oublierai pas la nécessité de revoir, de consulter les sources authentiques de l'époque, que ce soit de l'époque coloniale et pré-coloniale aussi, pour donner à voir le récit colonial. Donc, l'ampleur, je pense que vous avez remarqué que l'ampleur des questions qu'on peut poser montre que le champ d'étude est encore vierge pour les chercheurs qui souhaitent s'engager dans de telles recherches. À la fin, il va sans dire que ces remarques n'enlèvent rien
à la considération que mérite ce travail effectué par Thomas Nyongabo. Et il ne fait pas de doute que ce travail de bonne qualité mérite tout à fait toutes les félicitations. Et merci, Monsieur le Président. Merci, professeur, pour ces remarques pertinentes qui soulèvent des problèmes de méthodologie ainsi que des concepts qui, par conséquent, ont un impact direct sur les formes de représentation. Et sans transition, donc je passe la parole au professeur Mediouni.